Bonsoir Monsieur Kahn, merci à vous d'avoir accepté notre invitation à échanger au sujet de votre réflexion sur l'Europe. Vous êtes agrégé d'histoire, docteur en géographie, vous enseignez les questions européennes à Sciences Po. Chers collègues, chers élèves, merci à vous d'être aussi nombreux ce soir pour cette visioconférence estivale. Ça montre l'intérêt pour les questions européennes et pour les ouvrages que Monsieur Kahn a rédigés. Merci à Caroline Basse et à Joëlle Alazar aussi, présidente du réseau Abibac et vice-présidente de la PSG, auquel je vais laisser la parole pour cette première visioconférence co-organisée par les deux associations pour cette première synergie. Bonjour, enfin plutôt bonsoir, Caroline Basse, présidente de l'association Réseau Abibac. Nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Sylvain Kahn ce soir en partenariat avec Madame Alazar et la PHG et d'ouvrir des perspectives européennes que nous espérons réjouissantes et stimulantes à la veille de cet été et quasiment au sortir de ces moments un petit peu compliqués que nous venons de traverser. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vraiment merci à vous et place à l'Europe et peut-être au débat. Je vous en prie, merci beaucoup, avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va... Alors, attendez, en même temps que je vous parle, j'ai préparé quelques slides de... Bon, j'espère que j'en ai... On a toujours peur d'en préparer un peu trop, mais bon. Voilà, vivre en européen. Et attendez, je vous parle, évidemment, je ne vois plus le... Je ne vois plus où est le petit icône qui me permet de passer en... Excusez-moi, j'ai un peu les yeux... Est-ce que quelqu'un se rappelle où se trouve... Alors, c'est en bas de votre écran. En bas de votre écran, vous avez Share Screen au centre. Alors, comme j'ai un écran plein de trucs, non, c'est idiot en général. Bon. Bref, c'est pas très important. Donc, la question qui est posée, c'est celle de vivre en européen. Et la question que ça pose derrière, ou plutôt en même temps, c'est en fait, même si la question que je vais poser de manière jumelle à vivre en européen paraît très bateau ou très cliché, c'est en fait, qu'est-ce que l'Europe? Parce que pour répondre à la question qu'est-ce que c'est que vivre en européen, il faut déjà bien vouloir considérer que l'Europe n'est peut-être pas simplement une entité géographique, de géographie physique, je veux dire, qu'elle est avant tout une entité une construction de géographie politique et également de géo-histoire. Alors, il faut se rappeler également, me semble-t-il, ou indiquer, ou débattre du fait de savoir si l'Europe est ou non une réalité très récente, parce que vivre en européen, me semble-t-il, dans une acception politique, de projet politique et dans une acception de société, c'est quelque chose de très récent. Alors je sais que quand je dis ça, il y a des tas de gens qui sans doute d'ores et déjà ne sont pas d'accord, puisque on peut aussi dire que l'Europe existe depuis très très longtemps. Alors oui, en effet, on peut dire que l'Europe existe depuis très longtemps parce qu'il y a une culture européenne qui existe depuis très longtemps, mais moi, l'idée que je vais vous proposer, ou l'hypothèse que je vais vous proposer, c'est que la société européenne est très récente et que vivre en européen, c'est vivre dans une société qu'on appelle l'Europe ou dans la société des Européens, même si cette société n'est pas, disons, unique ou exclusive d'autres sociétés auxquelles les individus européens qui vivent en européen peuvent appartenir. Bon. Du coup, l'Europe, c'est aussi, c'est pas c'est aussi, mais
pour étayer cette hypothèse, il faut accepter de débattre pour être d'accord ou non avec le fait que l'Europe est une réalité inédite. Et la réalité européenne, selon moi, enfin, quand je dis selon moi, ce n'est pas du tout une hypothèse que je partage seul, mais selon un certain nombre, disons, d'historiens ou de géographes ou de politistes, c'est que c'est une réalité politique, et que finalement, il y a une société européenne dans la mesure où il y a un certain nombre d'individus qui se reconnaissent comme appartenant à un même ensemble qui fait société et au sein duquel ils décident de bâtir une cité ou de bâtir un vouloir-vivre ensemble. Et donc, pour répondre à cette question, encore une fois, moi, je suis vraiment disons, mon champ, c'est vraiment la géographie politique. Vivre en européen, c'est, disons, reconnaître que l'Europe est un pays, finalement, un pays supranational, et que c'est ça, être européen. Voilà. Et que donc, à partir de là, pour tout de suite, puisqu'on a relativement peu de temps, mettre un peu les pieds dans le plat, ou fonctionner un peu par antithèse, dans cette hypothèse que je vous propose, je vous dirais, par exemple, ou je pourrais essayer de démontrer que la Russie, par exemple, n'est pas en Europe, ou que alors j'ai entendu une boîte vocale qui s'est mise à parler, je ne sais pas si vous aussi, mais donc on pourrait par exemple considérer que aujourd'hui la Russie n'est pas en Europe et que dans une certaine mesure les Russes ne vivent pas en européen. Voilà. Donc encore une fois, dire cela, c'est postuler que l'Europe est avant tout une société politique. Voilà. Et j'ai bien conscience que cette... Alors, Monsieur Kahn, je me permets Oui. d'intervenir pour vous demander, en haut à droite de votre écran, vous avez certainement un bouton sur lequel que vous pouvez activer pour que le diaporama puisse être partagé. Et là, il ne l'est pas. Alors, écoutez, moi, je le voyais, mais comme je suis administrateur, peut-être que j'ai un autre écran. Donc, Sébastien, est-ce que toi, tu vois, Joël ou Caroline, est-ce que vous voyez on le voit, mais il n'est pas en plein écran. C'est-à-dire, voilà, là, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, c'est parfait. Merci. Voilà. Donc voilà un peu les quatre, les quatre, selon moi, encore une fois, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir une réponse, définitive sur le sujet, comme vous l'avez rappelé, Jonathan. Moi, j'ai écrit l'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 et le pays des Européens avec Jacques Lévy. Donc, on a un angle, bien entendu. Mais, en tous les cas, c'est ma façon à moi d'essayer de répondre à la question que vous me posez. Alors, je le dis pour mémoire parce qu'on n'a qu'une vingtaine de minutes, enfin une petite demi-heure. Ça suppose, selon moi, pour répondre à cette question, de considérer que l'Europe est avant tout une notion de géohistoire et de géographie politique, par opposition à une notion de géographie physique ou même par opposition à une notion d'histoire tout court. Voilà. Je le mentionne en passant parce que je sais que là, je suis, j'ai le plaisir de partager ce propos avec un public de connaisseurs, puisque je suppose qu'il y a essentiellement des historiens et des géographes, des profs d'histoire géo, des profs d'histoire ou des profs de géo. Et moi, disons, il m'est arrivé, je suis au centre d'histoire de Sciences Po, de batailler, certes, de façon très courtoise et très plaisante, avec un certain nombre de mes collègues qui sont quasiment tous historiens. À Sciences Po, on n'est pas plus de 3 géographes, malheureusement. Disant, ben voilà, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un Européen, il faut s'autoriser
à comparer des entités territoriales d'époques différentes et même d'ères différentes. Voilà, ce qui est, si Christian Grattalou était là, je dirais, je parle sous le contrôle de Christian Grattalou, ce qui est sans doute la caractérisation, disons, la plus opérationnelle ou la plus opératoire de la géohistoire. Et en général, quand on dit à des historiens ou à des collègues qui se considèrent d'abord comme historiens ou surtout comme historiens, davantage comme géographes, ça les met en grande difficulté. Enfin, hein, non, on ne peut pas comparer, par exemple, les structures territoriales de l'Empire carolingien avec les structures territoriales de l'Empire austro-hongrois, hein, parce que c'est deux époques tellement différentes que c'est pas comparable. Voilà, hein. Alors avec la Global History ou la World History, on s'autorise depuis une vingtaine d'années à comparer des entités territoriales, des structures territoriales, entités d'aires géographiques différentes, mais au moins à la même époque. Voilà. Bon. Moi, ce que j'ai trouvé formidable avec la géohistoire et celui qui, me semble-t-il, l'a mieux ou le plus théorisé en France, Christian Grattalou, c'est que précisément, on peut s'autoriser à comparer des phénomènes géographiques qui sont d'époques différentes. Voilà. Alors que c'est des phénomènes comparables, et en l'occurrence, s'agissant de l'Europe, il s'agit de comparer ou d'étudier ensemble des entités territoriales, et il me semble que vivre en européen, c'est déjà se rendre compte qu'on est héritier de legs territoriaux, d'histoires territoriales au pluriel, disons variées, multiples, différentes, et qu'on accepte de mettre en partage. Voilà. Et puis, l'Europe est une notion de géographie politique parce que, là je dis très rapidement qu'ici un point qui vous intéresse plus particulièrement, on développera pendant la discussion. Encore une fois, moi je pense que l'Europe est avant tout une entité territoriale, un projet politique, une construction politique. Voilà. Et donc en fait, à un moment donné, les Européens sont devenus les Européens, ils sont conscients d'être des Européens, y compris avec leurs concitoyens, le jour où ils ont dit, en fait, on a un territoire qu'on partage, qu'on habite ensemble, avec nos différences, nos spécificités, nos singularités, quand bien même on est aussi des habitants de territoires ou d'entités territoriales à d'autres échelles, la nation, la ville, la province, la région, que sais-je, mais simplement, on se rend compte qu'on décide qu'on va construire de la politique à un échelon, ou plutôt sur un registre, parce que ce n'est pas un échelon, sur un registre supranational. Voilà. On va considérer que l'État-nation n'est plus l'alpha et l'oméga de la vie politique et du faire politique, et donc du vouloir vivre ensemble. Voilà. Bon, alors évidemment, on peut dire que c'est parce que je fais de la géographie politique que je caractérise l'Europe comme ça, bien sûr. On est tous, si j'ose dire, victimes, ou en tous les cas pris dans le biais de son champ ou de sa discipline, mais on peut aussi considérer l'inverse, et dire que c'est grâce à la géographie politique qu'on est à même d'appréhender ce que c'est que le territoire européen, et donc vivre en européen. Voilà. Du coup, si on est d'accord avec cette hypothèse, ou en tout cas si on l'accepte pour la discussion, ça veut dire que l'Europe est une réalité très récente. Très, très récente. Alors, bon, là, je vais balayer très vite. C'est pour mémoire, si j'ose dire. On appelle l'Europe en histoire géo. C'est une réalité historique qui est ancienne. Et comme vous le savez, pour savoir si on a fait remonter à l'Empire romain, ou si pour aller vite, on l'a fait remonter à l'Empire carolingien. Bon, là, moi, j'ai choisi de faire un petit zoom sur les traités de Westphalie
Pourquoi? Bon, là, c'est des discussions qu'on peut avoir avec les collègues politistes, hein, les sociologues des relations internationales qui nous expliquent, ou qui expliquent à qui veut l'entendre, que 1648 est une date hyper importante dans l'histoire mondiale, pas seulement de l'Europe, puisque c'est là où on passe de communautés politiques et de gouvernements organisés de manière qu'on se débarrasse de la transcendance divine et où on considère que finalement les États existent en tant qu'entités souveraines dirigées par des souverains, des princes, des monarques, des empereurs, que c'est un peu la naissance, disons, de l'État moderne, de la souveraineté politique, puisque en raison de l'horreur des guerres de religion qui a divisé la fameuse communauté chrétienne, eh bien, il faut en appeler à un autre type d'ordre politique pour réussir à gouverner et à ramener la paix civile. Voilà. Et donc là-dessus, on nous explique que Hobbes, juste avant lui Baudin, nous permettent de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un État, qu'est-ce que c'est qu'une entité territoriale, politique, et c'est la naissance à la fois de la puissance et de la souveraineté territoriale, avec l'idée qu'on ne peut surtout pas s'intéresser à ce qui se passe chez les voisins. Et ça naît en Europe, et effectivement, ça fait bifurquer, je crois, assez profondément, effectivement, la conscience que les Européens ont d'eux-mêmes en tant que citoyens ou habitants d'une communauté politique. Alors, en même temps, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est que le traité de Westphalie, en même temps qu'il consacre, selon nos collègues politistes ou un certain nombre d'historiens, disons, l'avènement de l'État territorial et donc, paraît-il, de la puissance sur le théâtre, sur la scène européenne, en même temps, il consacre un émiettement formidable. C'est-à-dire que ce que les politistes oublient souvent de rappeler avec ce paradigme de Westphalie, c'est que les traités de Westphalie ont consacré l'existence juridique de à peu près 150 à 200 signataires et au-delà de plusieurs centaines d'entités territoriales dont à un degré divers ou à des degrés divers, la souveraineté politique est reconnue. Voilà. Et il me semble que c'est hyper important de rappeler ça. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, même si ensuite la carte territoriale s'est simplifiée, certes, mais c'est seulement après 1918 qu'on en arrive à ce qui est quand même, ce qui reste quand même à la fois dans l'inconscient collectif ou dans les mythologies nationales, présenté comme le cœur de l'habitant européen, du vivre politique européen, c'est-à-dire l'État-nation. Voilà. Or, de 1748, pour prendre une date repère, jusqu'à 1918, en fait, l'État-nation, ou même l'État territorial, entendu comme l'ancêtre de l'État-nation, c'est finalement une réalité qui n'est pas dominante. Voilà, on a encore, on le sait tous, jusqu'à la veille de la fin de la Première Guerre mondiale, on a à peu près autant d'Européens qui vivent sous un régime impérial, on pourrait le dire, et en particulier si on prend l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui est vraiment un empire multinational et dont les spécialistes, dont je ne suis pas, mais que j'ai essayé de lire quelques articles ou quelques bouquins, nous expliquent que la pente qui a été celle, l'évolution qui a été celle de l'Empire d'Autriche-Hongrie, en particulier du côté de la couronne d'Autriche, c'était d'aller de plus en plus non seulement vers une entité territoriale multiculturelle, mais où le principe de citoyenneté était assez peu ancré finalement dans l'appartenance communautaire nationale. Voilà. Bon. Et donc, il y a des collègues qui sont spécialistes des empires du XIXe siècle. Certains peuvent aller jusqu'à dire que si la Première Guerre mondiale n'avait pas existé, bon, on fait de l'histoire contrefactuelle,
probablement que les empires centraux ne se seraient pas effondrés, et que, en tous les cas, on n'aurait pas eu cette espèce d'hégémonie de l'État-nation dans l'entre-deux-guerres. Et finalement, ce n'est en effet que dans l'entre-deux-guerres qu'on a vraiment une carte de l'Europe, une carte politique de l'Europe, où il n'y a que des États-nations. Voilà. Bon. Donc, ce dont nous héritons quand, à partir des années 1950, on se dit qu'on va construire quelque chose qui ressemble à mutualisation territoriale, hein, puisque c'est ça la construction communautaire, c'est mutualiser des éléments de souveraineté territoriale, hein, d'abord avec la CECA, puis en 1957 avec le marché commun. Donc, hein, en gros, on égalise les conditions de production et de consommation dans les 6 pays qui créent d'abord la CECA, puis la CE. Donc, ça veut dire que on dit que on crée un registre supranational où, pour décider dans certains domaines qui au début sont assez circonscrits, dans un certain nombre de domaines, les Français ou les Allemands ou les Luxembourgeois vont considérer que pour décider des règles qui s'appliquent sur leur territoire et qui régissent la vie de leurs citoyens, eh bien, on va co-créer ces règles ou demander leur avis aux dirigeants ou aux parlementaires des 5 autres pays. Voilà. Et réciproquement. Donc, la supranationalité, ce n'est pas autre chose. Voilà. Donc, finalement, dès 1950, on se retrouve de manière un peu inattendue avec des dirigeants, des classes dirigeantes politiques, syndicales, patronales, associatives, régulièrement confirmées lors des élections législatives des pays concernés, avec finalement cette idée, consistant à dire, ben voilà, dans un certain nombre de domaines, bon, alors au début c'est seulement les règles qui régissent la circulation, la mobilité, d'abord des biens, puis des travailleurs, puis des individus. Donc vraiment, l'Europe, c'est la création de territoires, c'est la modification du régime de souveraineté territoriale, et tout ça étant, alors, on va dire accepté passivement ou voulu positivement ou activement par les citoyens à chaque fois qu'ils élisent des majorités parlementaires et donc des gouvernements qui, depuis 1950, décident que c'est une bonne chose de faire ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, comme vous le savez, l'Europe, c'est 27 membres, avec donc les citoyens de 27 pays, plus tous ceux qui sont associés, ceux de l'espace économique européen, membres de l'EMLE, la Suisse, même le Royaume-Uni qui est sorti en signant son accord post-Brexit, lui aussi considérait qu'il y avait un certain nombre de règles, en tout cas pour l'échange de biens, qui allaient continuer d'être déterminées en accord, de manière supranationale, pour aller vite. Voilà. Donc, vivre en européen, eh bien, c'est finalement soit accepter, soit avoir pris l'habitude, soit trouver très sympathique, ou même ne pas être d'accord, mais en tous les cas, vivre dans un environnement, dans une culture politique et territoriale qui est celle où on a accepté de mutualiser des éléments de souveraineté territoriale et qui sont de plus en plus nombreux. Voilà. Donc, vivre en européen, me semble-t-il, c'est d'abord ça. Donc, là, des 27 États de l'Union européenne, il y avait tous les États du système territorial européen, tels que, je pense que par Pascal Orsier. Voilà. C'est ce qui fait, me semble-t-il, que dire vivre en européen, c'est se sentir citoyen d'un ensemble supranational où la souveraineté a été mutualisée. Et il me semble que c'est quelque chose dont l'euro de foot actuel nous apporte un témoignage, les dirigeants de 13 pays, mais il y a aussi un peu partout des membres de la société civile, y compris 10 universitaires qui viennent aujourd'hui de publier dans le Monde une tribune, qui disent, voilà, c'est pas normal que l'UEFA, ou en tout cas, c'est pas européen
que l'UEFA envisage de déplacer, de faire jouer la finale de l'Euro à Budapest, ou qu'elle refuse à la ville de Munich d'illuminer le stade olympique de Munich aux couleurs arc-en-ciel LGBT+, lors du match qui aura lieu demain entre l'Allemagne et la Hongrie. Or, comme vous le savez peut-être, si vous vous intéressez au foot et vous avez suivi l'actu, au jour le jour, comme moi je le fais parce que je suis fan de l'Euro de foot, la municipalité de Munich avait décidé d'illuminer demain le stade de Munich, celui dans lequel il y a eu le match d'ouverture, enfin, le premier groupe, pas d'ouverture, mais le premier match de la première journée en France, aux couleurs arc-en-ciel des fiertés LGBT, pour, disons, contester les lois qui, sinon discriminent juridiquement, en tous les cas, mettent à l'index l'homosexualité en particulier, et notamment dans les manuels scolaires hongrois. Et l'UEFA a dit non, ça, il n'en est pas question. L'UEFA, en disant on ne fait pas de politique, fait de la politique. Et là, c'est très intéressant, parce que précisément, vivre en européen, c'est considérer qu'il n'y a pas que l'État-nation, comme, on va dire, unité d'habitation et de vivre ensemble, que vivre en européen, c'est, même si on a plusieurs identités, qu'on habite à plusieurs échelles, c'est vivre dans une société politique, une société tout court, fondée sur le pluralisme, sur le débat, sur la délibération. Et le pluralisme, il est politique, il est économique, il est culturel, il est religieux, il est genré. Enfin, voilà. Et dès lors que l'UEFA dit, on ne jouera pas à Wembley, la finale, donc à Londres, au motif que les règles sanitaires sont trop strictes, parce que ça a commencé comme ça cette affaire, l'UEFA a dit, nous, on veut un passe-droit pour nos 2500 invités VIP le jour de la finale, on ne veut pas qu'ils soient soumis aux gestes barrières et aux quarantaines, et par ailleurs, à Budapest, il n'y a pas de jauge, il n'y a pas de gestes barrières, comme on l'a tous vu dans les stades. Par ailleurs, on s'est rendu compte que dans le stade de Budapest, il y a des cris de singes, il y a des banderoles homophobes, il y a des invectives contre Cristiano Ronaldo au motif qu'il serait homosexuel. Et l'UEFA dit, au moins à Budapest, voilà, on jouera comme dans le monde d'avant, sauf que précisément, vivre en européen aujourd'hui, c'est ne pas vivre comme le gouvernement hongrois l'impose à ses citoyens. Et je pourrais vous prendre l'exemple de la Pologne, où on s'est bien rendu compte qu'au moment où le gouvernement polonais met en place un certain nombre de lois qui, comme en Hongrie, sapent l'état de droit, sapent le pluralisme politique ou le pluralisme de la presse, ou les contre-pouvoirs ou l'indépendance de la justice, il y a très schématiquement, très grosso modo, la moitié des Polonais qui descendent dans la rue, y compris contre l'interdiction quasi totale de l'IVG, et que cela provoque des manifestations de soutien ou des messages de solidarité ou d'empathie dans à peu près toute l'Europe. Voilà. Et donc, vivre en européen, on se rend compte que cette entité supranationale, que je pourrais qualifier de post-nationaliste, c'est cela, vivre en européen pour beaucoup d'Européens, dès lors que les débats politiques et publics sont devenus eux-mêmes européens. Puisqu'on se sent très concerné quand, par le combat, disons, des Polonais, de ceux des Polonais qui descendent dans la rue pour défendre soit l'indépendance de la justice, soit la liberté de l'IVG, soit pour s'opposer aux zones dites LGBT-free. Voilà. Et la manifestation de cela, la manifestation extrêmement concrète, c'est le Parlement européen, où on a des groupes politiques qui sont non pas des groupes par pays, mais qui sont des groupes politiques par grande famille politique. Il y en a 7 ou 8, ce qui est très très peu. Quand vous avez à peu près, vous avez jusqu'à 700 listes dans toute l'Europe, dont on avait fait ce calcul-là avec Jacques Lévy pour la Fondation Jean Jaurès, dont à peu près 250 listes qui font plus de 1% des suffrages. Et au final, vous avez 7 à 8 groupes parlementaires.
qui sont des groupes parlementaires par famille politique, chaque groupe parlementaire étant lui-même multinational, et au sein de chaque groupe parlementaire, il y a ce qu'on appelle le Parlement européen des délégations nationales. Ben voilà, on ne peut pas avoir une définition, ou plutôt, ce n'est pas une définition, on ne peut pas avoir un témoignage plus concret de ce que c'est que vivre en européen. Voilà. Excusez-moi, hein, j'étais un peu vite, parce qu'une demi-heure, c'est court, mais enfin, j'ai essayé j'espère d'avoir répondu à votre question, enfin à la question posée par le réseau Abibac et la PHG. Et puis si j'ai été trop court ou trop rapide, pas assez démonstratif, on va pouvoir, bien entendu, développer certains points. Voilà. Je vous remercie pour cette présentation. Écoutez, je laisse la parole aux différents participants. On a déjà eu un aperçu intéressant de votre réflexion. Alors, pour les questions, écrivez-les dans le chat et je me ferai le relais auprès de M. Kahn. Alors, la première question étant la plus difficile, je vais la poser. Dans votre ouvrage, Le pays des Européens, vous avez longuement développé à la fois les multiterritorialités que vous venez de nous exposer, mais aussi les mobilités. Et vous avez expliqué que finalement, vivre en européen, c'est avoir une mobilité particulière, d'où le titre de votre ouvrage qui ne s'intitule non pas l'Europe, mais le pays des Européens. Est-ce que vous pouvez un petit peu revenir là-dessus et expliquer l'importance de ces mobilités dans la manière de vivre en européen? Eh bien justement, je vous remercie beaucoup d'attirer la discussion sur ce point, parce que c'est précisément en constatant le statut finalement très, très singulier de la mobilité, des mobilités, donc mobilité comme principe, et puis les mobilités, si on voit celles qui sont, comment ce principe est concrètement décliné, c'est en observant le statut de la mobilité et donc des mobilités qu'il me semble que précisément on peut dire que l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe, est vraiment une construction de géographie politique. Et que elle se caractérise par le fait que les Européens, les individus, enfin, sont ces individus qui, alors on peut dire soit qui consentent, soit qui acceptent, soit qui veulent, soit qui agissent sans forcément s'en rendre compte, de mettre en œuvre une conception supranationale de la citoyenneté et de l'appartenance politique. Voilà. Parce que il me semble vraiment qu'on peut expliquer que le traité de la CECA de 1950, comme ensuite le traité créant la Communauté européenne économique européenne en 1957, ont précisément pour but numéro 1 d'organiser de la mobilité. Puisque, si on regarde les choses, j'ai presque envie de dire, au sens strict, ce sont bien la Communauté européenne du charbon et de l'acier puis la Communauté économique européenne. Bon, une fois qu'on a dit ce sont des constructions juridiques, bien sûr c'est des constructions juridiques, mais qu'est-ce qui n'est pas une construction juridique dans une communauté politique? Elles ont en fait pour but de dire les frontières nationales, d'accord, ne suffisent pas à délimiter des territoires d'exercice de la souveraineté politique, entendue au sens le plus élémentaire, c'est-à-dire au sens de décisions qui sont prises par ceux qui sont habilités à les prendre pour organiser la vie ensemble sur un territoire donné. Voilà. Et finalement, encore une fois, d'abord dans le domaine de la production, de la consommation et de l'échange de l'acier, du charbon et du fer,
puis ensuite dans à peu près tous les domaines de la vie économique. C'est ça qu'ont fait les Européens en organisant la supranationalité qui permet voilà, de faire qu'il y a non plus seulement un territoire national d'exercice de cette souveraineté, mais un territoire supranational, d'abord à 6 et progressivement à 28 et maintenant à 27. Voilà. Et donc, c'est bien en organisant la mobilité d'abord d'un certain nombre de biens, puis ensuite des travailleurs, puis ensuite des individus, puis ensuite de tous les biens et également des services, qu'on a créé cette nouvelle condition d'existence qui est celle qui fait qu'aujourd'hui on est de fait européen ou que ce soit européen. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. C'est pourquoi vivre en européen ou être européen, j'ai envie de dire, ça passe d'abord et encore aujourd'hui, encore toujours, par la mobilité. Et on l'a bien vu au moment du débat sur le Brexit. C'est-à-dire que le premier élément qui a été visé par les Brexiteurs, qui a été visé par UKIP depuis 25 ans, ça a été la mobilité des individus. Ce qui a rendu très malheureux, et vous en connaissez forcément tous dans vos cercles personnels ou professionnels, ce qui a rendu très malheureux les partisans du Remain, hein, c'était qu'on allait les empêcher de circuler en Europe comme on circule chez soi, quoi. Voilà. Ça, on le voit bien dans les jumelages, dans les échanges scolaires, dans les échanges universitaires. Le fait que le gouvernement de Boris Johnson et sa majorité, son écrasante majorité parlementaire, est tenu, parce qu'ils ont tenu à ce que le Royaume-Uni sorte d'Erasmus, alors qu'au moment des négos, évidemment que Barnier et Co leur ont dit « mais bien sûr, vous restez dans Erasmus ». Ça, vous savez comme moi, ça a rendu malade tous les profs, tous les universitaires, tous les lycéens, tous les étudiants. Bon, voilà, je m'arrête là-dessus pour la réponse à cette première question, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein. Merci à vous. Les questions viennent et affluent sur le chat. Alors, une question d'ensemble concerne un petit peu le devenir et l'approfondissement politique de l'Union européenne et la fédéralisation de l'Europe. Donc je lis les questions. Vivre en européen ne devrait-il pas être lié à une modification du droit de vote, avec par exemple des listes transnationales, et à des réformes permettant d'aller plus loin dans l'exercice du droit de contrôle parlementaire? Donc en clair, qu'en est-il selon vous des espoirs d'une Europe fédérale? Question qui va aussi dans la même direction. Comment est-ce qu'on fait pour vivre en européen malgré toutes les dissensions entre les États qui composent l'UE? Vous citiez les questions de mœurs et de droit européen en Hongrie, mais on pourrait aussi citer les Pays-Bas ou l'Irlande qui mettent en œuvre des politiques économiques qui font du tort aux autres pays. Est-ce que vous pensez qu'une fédération est envisageable dans le siècle à venir? D'autres questions envisagent aussi la place de la société civile européenne dans cet approfondissement, avec une question un petit peu plus précise. Est-ce que la société civile, est-ce qu'un espace public européen est créé par la création d'un système territorial européen de type supranational, ou peut-on envisager à l'inverse un rôle d'une opinion publique, au sens de Habermas, qui créerait ce système territorial? Alors, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Alors, la fédération. En fait, disons, moi j'aurais assez tendance à répondre en disant que, il y a une notion moi qui m'a beaucoup, comment dire, que j'ai trouvé très très heuristique, que j'ai trouvé un jour dans un article maintenant relativement ancien de Jacques Lévy, qu'il avait fait paraître dans, je crois bien que c'était dans Espace-Temps, en 93. On a une quinzaine d'années d'écart, Jacques et moi, dans laquelle Jacques avait inventé ou proposé la notion de fédéralisme géographique.
Et moi, quand je suis tombé sur cette notion ou sur cet article, je l'ai trouvé très stimulant. Et quand j'en ai parlé avec Jacques, qui entre-temps était devenu un collègue, un camarade, un ami et un co-auteur, il ne voyait plus très bien pourquoi, il ne voyait plus très bien l'intérêt aujourd'hui de cette notion de fédéralisme géographique. Donc, l'article est en ligne sur, c'est pas Kern, c'est l'autre, vous savez, la base de données bibliographiques qui donne accès à tout un tas de revues scientifiques. Percé. Oui, Percé, merci beaucoup. Hein, voilà, l'article est accessible sur Percé. Il disait, ouais, bon, en gros, fédéralisme géographique, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Il faut parler de fédéralisme tout court. Et en fait, moi, en tant que vraiment, disons, complètement focalisé sur l'Europe, le système territorial européen, l'intégration européenne, etc., c'est aussi c'est un des grands sujets, un des grands objets d'intérêt de Jacques Lévy, mais Jacques Lévy, on va dire, a un spectre plus large. Hein. Moi, je suis un peu monomaniaque. Voilà. Donc, pour moi, l'intérêt de la notion de fédéralisme géographique, que du coup j'emprunte à Jacques Lévy, c'est précisément de montrer que l'Europe est déjà une fédération. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être une fédération au sens juridico-institutionnel du terme pour qu'on puisse dire qu'elle est déjà une fédération, parce que précisément, il y a cette notion de fédéralisme géographique qui, je l'emprunte à Jacques Lévy, selon lui, caractérise la capacité de citoyens ou d'individus à vivre dans plusieurs communautés politiques ou plusieurs sociétés en même temps, qui ne sont pas forcément aux mêmes échelles, et à faire du vivre ensemble ou à faire société en même temps dans ces différents registres territoriaux. Voilà. Et donc, une fois, me semble-t-il, pour moi, c'est ça le grand intérêt de cette notion de fédéralisme géographique, même si son auteur considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'intérêt, il me semble qu'une fois qu'on dit ça, la question de savoir si l'UE est une fédération ou n'est pas une fédération, comment dire, perd de sa centralité ou de son importance. Vous voyez, ou pour le dire autrement, le fait que l'UE devienne une fédération au sens où l'Inde est une fédération, au sens où les États-Unis d'Amérique sont une fédération, au sens où l'Allemagne est une fédération, au sens où l'Indonésie est une fédération, c'est pas très grave. Est-ce que l'Europe est un État fédéral ou pas? Non, parce que c'est une construction sui generis. Mais en revanche, elle fonctionne, cette entité territoriale, selon le principe du fédéralisme géographique. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, je peux, me semble-t-il, aller assez facilement vers la deuxième, une autre question qui était « et les élections au Parlement européen ?» Les élections au Parlement européen sont déjà des élections fédérales, au sens où, et sauf erreur de ma part, ça n'existe que dans l'UE. Si on prend tout l'espace mondial, et même, je crois, l'histoire universelle, je crois qu'il n'existe que dans l'UE, au sens où vous avez des gens qui sont d'abord citoyens par leur appartenance nationale et qui décident ou qui acceptent d'élire des députés en sachant très bien qu'ils vont siéger et faire émerger un intérêt général de manière non pas internationale, mais supranationale. Alors, c'est déjà un acquis. Alors, à partir de là, qu'il y ait des listes transnationales pour élire tout ou partie, à mon avis plutôt une partie de ces eurodéputés, ça serait un plus ou un approfondissement ou un raffinement. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais il n'y a pas besoin de liste transnationale pour que le Parlement européen soit ce qu'il est déjà. Voilà, de la même manière que je disais précédemment, enfin, je disais, c'est une proposition. Il n'y a pas besoin que l'Union européenne devienne, au sens classique du mot, un État fédéral, pour que l'Union européenne ne soit pas déjà, comment dire, une entité fédérale. Vous voyez ? Bon, voilà. Et précisément, ce qui est formidable, enfin, ce qu'autorise, alors je ne sais pas si
Oui, ce coterie de la construction européenne, c'est de faire vivre, comme si on les dégelait, comme si on les sortait du congélateur, cette pluralité, cette diversité de cultures territoriales politiques dont tous les Européens sont porteurs. Hein, d'où mes petites cartes que j'ai montrées très, très rapidement tout à l'heure. D'où ce rappel qui est que l'hégémonie de l'État-nation en Europe, c'est 25 ans. Hein, voilà. Et donc, mais on peut renverser la proposition. On peut dire aussi que c'est parce que les Européens sont les héritiers et riches d'une diversité de systèmes politiques territoriaux immenses, que d'une certaine manière, ils étaient prêts, nous étions prêts, à créer une entité politique territoriale supranationale. Hein, oui, je ne sais pas dans quel sens ça marche. Hein, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rendu compte en 1945 que quand on pousse le principe du stato-nationalisme très très loin, ben, on est au bord de la destruction ou du suicide ou de la négation de cette partie de la culture politique européenne, ou de la culture européenne tout court, qui s'appelle la tradition des Lumières. En même temps, il faut toujours se rappeler que les Européens ont aussi inventé de manière tout aussi riche et tout aussi ancrée, tout aussi profonde, la tradition que Zeev Sternhell a appelée les anti-lumières. Hein, voilà. Et là, on voit bien avec Orban, ou le pitch des frères Kaczynski. C'est-à-dire que vivre en européen, pour certains, et ça s'étaye par une tradition qui est tout aussi ancienne que la tradition des Lumières, ça s'étaye dans les anti-lumières. Voilà. Hein, donc, pour un certain nombre de gens aujourd'hui qui votent pour ces groupes, pour les partis politiques qui, au Parlement européen, on les appelle par commodité souverainistes, eurosceptiques, qui sont donc le CRE, le groupe des conservateurs et réformistes européens, ou le groupe qui s'appelait avant qui s'appelle aujourd'hui IED, Identité Démocratie, qui s'appelait avant ENL. Ben, donc le Front National, le PVV de Geert Wilders, le FPO autrichien, la Ligue de Salvini, le PiS de Kaczynski, etc. Ben, c'est une autre manière de vivre en européen. Voilà, hein, c'est pour ça que je vous disais, moi, tout à fait au début, voilà, on peut faire une certaine caractérisation, une certaine définition de ce que c'est que vivre en européen, mais il y a tout un tas d'Européens pour qui ils ne sont pas d'accord avec ça. Hein, voilà. Donc, du coup, ça amène aussi, me semble-t-il, à répondre de façon extrêmement vigoureuse sur la question de la société civile. Oui, bien entendu, la société civile joue un rôle très important, et c'est assez logique, puisque si on veut bien considérer que vivre en européen, c'est, comment dire, c'est faire du pluralisme l'alpha et l'oméga, ou la clé de voûte de la vie en société, de la vie professionnelle, de la vie politique, bien entendu, ça veut dire que la société civile a un rôle moteur immense. Hein, donc, dans une culture politique ou dans une culture sociale où on considère que le pluralisme est la clé de voûte, la société politique procède de la société civile. Et dans les régimes autoritaires, prenons aujourd'hui, disons, l'exemple, je ne sais pas si c'est le plus achevé, mais en tous les cas, celui qui occupe le plus de place, au sens propre comme au sens figuré, à savoir la République populaire de Chine. Voilà, on voit bien ce que c'est qu'un système politique et une entité territoriale où c'est le parti-État qui, qui définit ce que c'est que la politique. Voilà, hein. En Chine, il y a un peu d'espace pour la société civile, dès lors qu'il s'agit de la sphère économique. Et encore, même dans la sphère économique, le parti-État régente énormément de choses. Voilà. Donc oui, la société civile joue un rôle très très important, et j'irais même jusqu'à faire l'hypothèse que l'une des caractéristiques de vivre en européen, c'est de
de considérer que l'État, l'État au sens des appareils d'État, sont contraignants. Il y a une espèce de corporatisme des appareils d'État qui, si on les laisse faire, a plutôt tendance à réduire la place de la société civile ou la marge de manœuvre de la société civile. Et que donc, d'une certaine manière, la construction européenne permet de, de contraindre davantage les États, au sens des appareils d'État, pour limiter leur pente naturelle consistant à régenter, organiser la vie des sociétés civiles. Voilà. Et de ce point de vue-là, la construction européenne, me semble-t-il, fait beaucoup de bien, parce que les États et leurs dirigeants sont obligés tous les jours de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout puissants. Alors, quand on regarde les héritages des cultures territoriales et politiques en Europe, on voit bien que certains pays ou certaines sociétés sont beaucoup plus du côté que je viens de décrire que du côté très français, ou très anglais, ou très portugais, des cultures politiques dessinées par l'appareil d'État. La Hollande, par exemple, la Belgique, c'est-à-dire, voilà, vous prenez en Europe les pays où les États soit ne fonctionnent pas très bien, comme la Belgique, soit sont à la limite d'être des États faillis, comme la Grèce, soit n'ont jamais été rien d'autre que ce que les États municipaux ont consenti à mettre en commun, comme la Hollande, et ben, vous finissez par comprendre que pourquoi si souvent les dirigeants français se méfient de la Commission européenne, voilà, ou se méfient du Parlement européen, parce qu'ils se méfient de tout ce qui peut être un énorme contre-pouvoir au pouvoir de l'État. Mais il y a des tas de pays en Europe où le pouvoir de l'État a été mis à distance depuis longtemps, où Westphalie ne s'est pas passé comme en France ou comme en Angleterre. Et donc, le rôle des sociétés civiles, traditionnellement, n'est pas le même selon les pays. Et comme on fait maintenant tous partie d'un même pays, en plus de nos pays, on est bien obligé de se rendre compte que, voilà, enfin, il suffit d'aller en Hollande, d'aller en Suède pour se rendre compte que le rôle laissé aux sociétés civiles par l'État et donc la manière dont les sociétés civiles ont réussi à limiter le pouvoir de l'État n'a rien à voir avec ce qui se fait ni au Portugal, ni en France, ni en Angleterre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question sur la société civile, mais du coup, c'est absolument oui. Et il me semble que, je terminerai là-dessus, ce qu'on découvre avec la SOAS qui est en train de se passer là depuis 12 heures, avec l'opposition, disons, avec le fait qu'on secoue l'UEFA, ou avec les manifestations qui ont pu avoir lieu d'abord en Pologne et ensuite dans toute l'Europe pour soutenir les Polonais, qui, entre parenthèses, était une espèce d'écho ou de rejeu des manifestations qui avaient lieu dans toute l'Europe de l'Ouest par les sociétés civiles européennes d'Europe de l'Ouest, au moment, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, du coup d'État qui instaurait la loi martiale en décembre 80 en Pologne, avec la prise de pouvoir par Jaruzelski, une interdiction du syndicat Solidarność, vous voyez, bon, on voit donc qu'il y a aussi une société civile européenne et que c'est elle qui fait d'une certaine manière avancer le droit européen, parce que à un moment donné, ça va pas tenir, la position du pouvoir polonais, surtout qu'en Pologne, pour le coup, ça c'est la grosse différence avec la Hongrie, les élections continuent d'être libres, enfin, d'être vraiment libres. Voilà. Donc là, aux dernières législatives, ça s'est joué à un cheveu, c'est-à-dire le PiS a gardé sa majorité à l'Assemblée législative à vraiment pas grand-chose. Bon, voilà, donc l'alternance, elle est pour demain. Bon, en Hongrie, c'est plus compliqué parce qu'en Hongrie, les élections sont de moins en moins libres. Voilà. Bref. Alors là, j'ai essayé de répondre à 3-4 questions, mais oui, les échanges se sont multipliés sur le chat. J'ai dû en oublier plusieurs. Je vais me permettre de
résumer ensuite les autres échanges. Beaucoup de questions autour de la notion de nation. Comment est-ce que l'européanité peut continuer à se développer dans un contexte marqué par le Brexit, mais aussi par les tendances centrifuges en Catalogne ou ailleurs? Comment l'européanité peut faire face, ou l'Europe peut faire face au nationalisme polonais ou hongrois que vous venez un petit peu d'évoquer? Et j'aimerais aussi que vous rebondissiez sur la formulation que vous avez choisie dans votre présentation tout à l'heure, mais aussi dans vos ouvrages, quand vous dites que la construction européenne n'est pas post-nationale, elle est post-nationaliste. Je crois que cette expression est très intéressante. Voilà, donc si je résume ces questions autour de l'européanité et des nations. Ok. Alors, précisément, je vous remercie beaucoup de faire un détour par la Catalogne. Donc, surtout qu'en plus, il y a une actu aujourd'hui sur la Catalogne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un sujet d'actualité, enfin, au sens où là, justement, il est toujours vivant, puisque le gouvernement espagnol, ce que j'ai compris, donc, voilà, donc en même temps, il y a l'UEFA qui se fait secouer. Il y a donc des éléments de la société civile qui décident de faire un bras de fer avec l'UEFA. En même temps, il y a des gouvernements. Alors donc, je crois que c'est 13 gouvernements. En gros, l'ancienne CE à 15, donc moins le Royaume-Uni. Enfin, pas toute l'ancienne CE à 15, mais disons, enfin, UE à 15, pardon, enfin, une grosse partie de l'UE à 15, plus les 3 États baltes. C'est très intéressant. Les 13 États qui se sont réunis aujourd'hui pour demander à l'UEFA d'accepter le projet de la municipalité de la ville de Munich d'illuminer le stade. Alors j'ai vu l'un d'entre vous dans le chat nous apprend que la ville de Munich a décidé du coup de faire cette illumination sur plein de bâtiments, donc du coup ça sera encore plus visible. L'UEFA n'est pas très tactique. Et le même jour, c'est le hasard du calendrier, on apprend que le gouvernement espagnol a un projet d'amnistie des 13 ministres du gouvernement régional catalan qui avaient été, vous vous en souvenez, condamnés à certains jusqu'à 13 ans de prison pour, alors là je passe au vote de contrôle, insubordination, rébellion. Moi personnellement, j'étais tombé de ma chaise devant la gravité des chefs d'accusation et des peines. Et comme vous savez, ce sujet avait rebondi à l'échelle européenne, puisque il y a 2 mois ou 3 mois, le Parlement européen a levé l'immunité parlementaire de 3 de ces ministres qui, ayant été élus parlementaires européens, bénéficiaient d'une immunité et donc ne pouvaient pas être extradés, soit par la Belgique, soit par l'Allemagne. Le Parlement européen, d'une manière, me semble-t-il, qu'on peut vraiment interroger, a levé cette immunité. Et Carles Puigdemont a fait appel devant la CJUE, devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui lui a donné raison, qui a rétabli l'immunité parlementaire de Carles Puigdemont, je crois seulement de lui, parce que je crois que les 2 autres n'avaient pas fait appel, de manière provisoire, d'accord, et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, j'ai l'impression que ça apporte de l'eau au moulin de l'hypothèse que je vous ai présentée tout à l'heure, à savoir que l'UE est bien une construction et une entité politique qu'on peut expliquer par le principe du fédéralisme géographique, ou, pour le dire avec un autre angle, selon le principe, c'est un grand mot, de ce que j'ai proposé d'appeler une géopolitique kantienne. C'est-à-dire, un petit paragraphe que Kant utilise dans son projet de paix perpétuelle, pour dire que, finalement, des individus libres qui décideraient
de créer, alors lui il appelle ça une république, aujourd'hui on appellerait ça un État démocratique, qui déciderait donc, parce qu'ils sont raisonnables, de créer un État démocratique, quel que soit le régime politique, même si ce régime est une aristocratie ou une monarchie, d'accord? Évidemment, ces républiques ne pourraient que chercher à s'allier entre elles, à s'allier non pas militairement face à un ennemi, mais à s'allier au sens de dire moi, je n'ai pas envie qu'on vienne me casser les pieds ou me dire ce que je dois faire, j'ai envie de pouvoir faire du commerce tranquillement et librement, donc je vais m'allier avec des entités territoriales et donc des peuples qui fonctionnent comme moi. Et donc, peut-être qu'au début, on créera une fédération à 3, peut-être qu'on sera 5, peut-être qu'on sera 6, peu importe. On sera d'accord sur ce principe que, vous savez, il parle quand, il emploie des termes latins, excusez-moi, j'ai oublié, mais il parle d'une alliance, et quand on oppose explicitement ce terme d'alliance au terme de traité de paix, parce qu'il y a un traité de paix, c'est toujours la sanction, à un instant T, d'un rapport de force entre un faible et un fort, qui arrête de faire la guerre, donc il y en a un qui dit non, ok, je me rends, c'est pas la peine de m'envahir, on va signer un traité de paix. Voilà. Et quand on dit non, c'est pas ça. Une alliance, c'est quand des États d'égale dignité qui sont sur le même plan, sur le même pied, décident de considérer que comme ils sont égaux entre eux, quelle que soit leur puissance respective, ils agiront de concert, en s'engageant à ne jamais faire des choses qui iront à l'encontre de la liberté de l'autre peuple. Et comme c'est que des peuples qui ont créé, on appelle ça des républiques, nous on appelle ça aujourd'hui des démocraties, des états de droit, c'est-à-dire qu'on est entre gens de bonne volonté qui, par principe, n'auront jamais envie de se faire la guerre, d'autant plus que, comme ils sont raisonnables, ils savent très bien que ce n'est pas dans leur intérêt de se faire la guerre. Et ça, c'est ça, post-nationaliste. Parce que, moi si vous me permettez quelque chose qui peut paraître pas du tout humble, j'ai un petit désaccord avec Habermas, quand il parle, ou même avec Jean-Marc Ferry, qui est le Habermas français, quand il parle de construction post-nationale, parce que les gens, les citoyens, les habitants, ou pour un grand nombre d'entre eux, continuent d'être très attachés, ou plus ou moins attachés à leur sentiment d'appartenance nationale, leur identité nationale. C'est pour ça que l'euro de foot, c'est formidable. Parce qu'on voit bien que les gens, ceux qui sont fans de foot, ceux qui soutiennent leur équipe nationale de foot ou leur club de foot, voilà, il y a un patriotisme qui justement s'est débarrassé du nationalisme. Et on peut être patriote ou se sentir et français, et breton, et donc et espagnol, et catalan, et européen. Et donc le post-nationalisme, c'est ça. C'est-à-dire que pour ce que j'en ai compris en lisant les auteurs qui ont travaillé là-dessus, en particulier Benedict Anderson, celui que je trouve le plus inspirant, donc sur les communautés imaginées. Tous les auteurs spécialistes de l'État-nation ou du nationalisme expliquent bien que dans l'idéologie nationaliste, il y a toujours une hiérarchie, une hiérarchie des nations ou des peuples, au sommet de laquelle on place la sienne. Et quand le principe à partir duquel on bâtit cette hiérarchie, c'est la race, de fil en aiguille, on aboutit au nazisme. Voilà. Si on considère qu'il y a une hiérarchisation des nations en fonction de la race qui soutient, au sens qui est le support de telle ou telle nation, après, ça peut mener, c'est pas automatique, mais en tout cas, historiquement, ça a mené au fait que, on peut considérer que telle race étant nuisible, il faut s'en débarrasser. Et donc, le post-nationalisme, ou l'expression du post-nationalisme, est là pour dire que la construction européenne met en œuvre, ou décline une philosophie qui tourne le dos à la hiérarchisation des nations et à l'idée que ma nation est meilleure ou plus forte ou supérieure à la tienne ou à celle du voisin. Et c'est ça l'Europe. Justement, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, même la Commission européenne, où là, il n'est plus du tout question de nation, c'est dire, voilà, je sais que Malte, en gros, non seulement ils sont tout petits, ils ne sont pas puissants, en plus c'est un paradis fiscal, bon, je ne sais pas pourquoi on l'a accepté quand même, bref.
voilà, ils ont beau être, les Luxembourgeois ont beau être moins d'1 million, ils ont autant voix au chapitre que les Allemands qui sont 80 millions. Voilà, c'est vraiment du Kant dans le texte. Alors moi, je rigole beaucoup quand je vois mes collègues politistes expliquer qu'avec Kant, c'est la société internationale, etc., mais que malheureusement, avec la SDN, le kantisme a coulé et a fait naufrage. Alors qu'en fait, même si Kant ne prononce jamais le mot Europe dans son petit bouquin, mais il se trouve qu'il y a une situation géohistorique qui décline le petit bouquin de Kant. Kant ne le savait pas, et les Européens, Jean Monnet ne cite jamais Kant, Schumann non plus, voilà. Mais en fait, sans le savoir, on a décliné ce que Kant avait décrit en principe. Voilà. Bon, moi, le jour où j'ai découvert ça, franchement, j'ai aucun mérite. Il suffisait juste en étant fan de la construction européenne et fan de géographie politique. Un jour, je ne sais plus pourquoi, j'ai relu le projet de paix perpétuelle qui, comme vous savez, fait 20 pages, qu'on peut donc lire dans un trajet en RER pour les franciliens ou en LGV pour les habitants de Nouvelle-Aquitaine. Et on se rend compte que, tiens, c'est rigolo, il y a un machin qui correspond à une entité territoriale, il y a un vivre ensemble qui correspond à ce que Kant appelle de ses voeux, c'est la construction européenne. Et, merci Pascal Orsier, c'est le système territorial européen. Bon, voilà. Donc, du coup, la Catalogne, je n'ai pas perdu la Catalogne de vue. Quand la Catalogne, ou qu'une majorité de Catalans disent « on aimerait bien être indépendant », mais ça ne pose aucun problème du point de vue européen. Aucun. Pourquoi la Catalogne, qui par ailleurs si elle était un État indépendant, je dis par ailleurs parce que moi j'ai des débats avec mon collègue et camarade Michel Fouché, qui dit oui, le Kosovo est non viable. Pourquoi l'UE reconnaît-elle le Kosovo? Et à ce moment-là, pourquoi l'UE reconnaît-elle la Grèce? La Grèce est un État failli. On s'en est rendu compte au moment de la crise des dettes souveraines. Bon, ok, mais alors pourquoi reconnaît-on le Luxembourg? D'accord, le Luxembourg, c'est un espèce de but témoin du Saint-Empire romain germanique, qui n'est là que parce qu'il y a eu des arrangements diplomatiques dans ce que l'Europe du Congrès de Vienne a de plus caricatural, qui fait qu'à un moment donné, le Luxembourg est resté. Voilà, c'est un espèce de truc tampon entre la construction de l'État-nation impérial bismarckien, de l'Empire austro-hongrois, de la Belgique protégée par les Français. Ok? Donc le Luxembourg, entre-temps, est devenu un paradis fiscal. Donc vous voyez, le Luxembourg coche quand même toutes les... Mais il se trouve que le Luxembourg apporte une culture territoriale très intéressante, plurilingue, multiculturelle, avec un État qui n'est pas faible, mais qui est relativement léger, qui est une butte témoin du municipalisme, qui a été, sur le plan politique, citoyen, et de l'invention de l'européanité si important au Quattrocento en Italie, mais aussi dans l'ère allemande, etc. Bon, pourquoi la Catalogne ne serait pas un nouvel État en Europe? Enfin, je veux dire, du point de vue des principes et même du point de vue de l'expérience géohistorique, ça ne pose aucun problème. Alors après, que dans le cadre d'un État-nation qui s'appelle l'Espagne, qui au passage, dans son fonctionnement, est un État parmi les plus fédéraux d'Europe. Il ne faut surtout pas le dire parce que les Espagnols vivent avec la fiction inscrite dans la Constitution que l'Espagne est un État-nation. Alors dans la Constitution, là, vous me corrigerez, il y a bien écrit que les Catalans peuvent être un peuple, mais pas une nation, ou le contraire. Mais il n'y a pas... L'Espagne est le seul État, soi-disant unitaire, en Europe, où vous avez deux régions, en l'occurrence, là je parle encore sous le contrôle de ceux qui se connaissent mieux que moi sur l'Espagne, il y a deux régions, le Pays Basque et, j'ai oublié le nom du deuxième, c'est pas la Galice, c'est, bon, il y a une deuxième généralité, donc, où l'État central ne lève aucun impôt. Aucun impôt. Tous les impôts sont levés par le gouvernement provincial qui reverse une partie de ce produit fiscal à l'État central. Alors, je veux dire, ils nous font bien marrer, les Français,
ou les Anglais, ou les Britanniques, ou qui vous voulez, qui soutiennent à l'époque le gouvernement Rajoy, ou le tribunal constitutionnel espagnol, qui drapait dans sa dignité et ses principes, une lecture rigide de ses principes, nous expliquant que, bien entendu, il est hors de question d'imaginer de donner plus d'autonomie fiscale à la Catalogne ou qu'il puisse y avoir un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Bon, mais ça, j'ai envie de dire, c'est l'affaire des Espagnols. Mais par rapport à l'Europe, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans cette affaire, c'est comment la quasi-totalité des gouvernements européens et comment, au final, même le Parlement européen s'est rangé à cette lecture qu'on pourrait appeler stato-nationale de la souveraineté, qui ne correspond pas du tout à la culture politique européenne telle qu'on la met en œuvre depuis 1950. C'est-à-dire dire l'indépendance ou l'autonomie de la Catalogne est une affaire qui doit être gérée que par l'État espagnol, c'est une vision complètement 19e siècle des choses. C'est une vision qui correspond au paradigme nationaliste, stato-national, si vous voulez. Donc je suis très... Alors c'est pour ça que c'est très intéressant que la CGUE, elle tient bon le bar, la cape du principe, et le cap, pardon, du principe de la nouvelle culture politique européenne. Donc la Catalogne, de mon point de vue, apporte de l'eau au moulin de cette nouvelle culture territoriale, de cette nouvelle culture géographique, de la mobilité, de l'européanité, que les Européens construisent avec la construction européenne. Et donc, les institutions européennes auraient dû dire aux Espagnols, écoutez, calmez-vous, nous, Union européenne, nous, société civile européenne, on se propose d'être les médiateurs. Entre parenthèses, c'est déjà arrivé. C'est ce qu'a fait l'Union européenne au moment de l'accord du Vendredi Saint d'avril 1998 qui met fin à 30 ans de guerre civile en Irlande du Nord. C'est-à-dire que c'est un traité, d'accord ? C'est un traité international qui est signé entre la République d'Irlande, à l'époque Bertie Ahn, le Royaume-Uni à l'époque dirigé par Blair, l'Union européenne qui est signataire, et évidemment les parties prenantes qui sont le DUP pour les unionistes et Gerry Adams pour l'IRA, enfin pour la branche politique de l'IRA. Donc quand l'Union européenne veut bien se rappeler qu'elle est non seulement porteuse mais actrice de cette culture politique territoriale complètement nouvelle, inédite et selon moi très prometteuse qu'on peut appeler fédéralisme géographique ou géopolitique kantienne, elle s'engage et elle fait des choses formidables. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne le ferait pas pour la Catalogne. À un moment donné, on a quand même été à la limite du rétablissement d'une espèce de gouvernement militaire en Catalogne. Tout ça parce que les gars avaient organisé un référendum. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout européen, cette modalité. Bon, alors là, maintenant que Rajoy est parti, que la gauche est revenue, le PSOE a toujours été beaucoup plus souple, donc il essaye de l'être, mais du coup, Vox en est à 15% aux élections régionales, aux élections nationales et à 10% aux élections européennes. Vous voyez, voilà. Donc moi, je pense que l'Union européenne en tant que telle, que ce soit le Conseil européen ou le Conseil de l'UE ou le Parlement européen, pour l'instant, c'est la CJUE qui l'a fait directement, devrait dire aux Espagnols, attendez, la Catalogne peut-être sera indépendante, peut-être pas, mais mettons-nous tous autour d'une table, parce qu'on fait ça depuis 50 ans que l'Europe existe. On passe notre temps à moduler, faire bifurquer, malaxer, transformer non seulement la notion et le principe, mais la réalité de la souveraineté étatique et territoriale. Pourquoi, fort de cette expérience formidable qui, pour l'instant, nous a plutôt apporté 70 ans de paix, de prospérité, etc., ça ne va peut-être pas durer si on continue à marcher sur les pieds comme on le fait actuellement par la Chine. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, ça a très bien marché. Et donc, on pourrait apporter cette expérience-là, dont les Espagnols sont co-acteurs, à l'Espagne et aux Catalans, comme on va bientôt le faire pour les Écossais, comme on peut le faire pour les Flamands. Enfin voilà, c'est ça ma réponse à la Catalogne. Donc pour moi, la Catalogne, c'est au contraire, c'est la démonstration que l'Europe existe. Et la réaction du gouvernement Rajoy à l'époque a été la démonstration par l'absurde de la réussite
de la culture politique européenne et de ce que c'est que vivre en européen. Et c'est pareil pour le Brexit. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais si vous voulez, depuis que le Brexit s'est enclenché, tous les partis eurosceptiques, bon, qu'ils soient eurosceptiques, ce n'est pas le plus grave, c'est surtout qu'ils soient illibéraux. Illibéraux ont retiré de leur programme la sortie de l'euro ou la sortie de l'UE. Et en ce qui me concerne, j'ai fait partie, et je peux vous dire, on n'était vraiment pas nombreux en 2016 à dire, 1, que les Cassandres ont tort, 2, que le Brexit n'aurait pas d'effet domino, 3, que le Brexit était bien sûr, pour une part, la manifestation d'un certain nombre de problèmes qui existent en Europe, mais était surtout l'aboutissement d'une crise britannique, bien plus que d'une crise européenne. La crise européenne, elle existe, mais le Brexit, là, il y a eu beaucoup une erreur d'optique de la part des médias et des commentateurs. Le Brexit est d'abord l'aboutissement d'une crise britannique avant d'être l'extrapolation de la crise européenne. Et d'ailleurs, au contraire, le Brexit a plutôt joué en faveur de l'unité européenne. Voilà. Donc pour moi, le Brexit, je le déplore, je le regrette, parce que l'Europe est un peu moins nombreuse, un peu moins forte, elle pèse moins, mais en un sens, bon débarras, quoi. Voilà, le plan de relance, l'émission d'une dette souveraine européenne avec des bons du Trésor européen, le fédéralisme budgétaire dans lequel on est en train d'entrer à grands pas. Je ne sais pas si on aurait pu faire avec les Britanniques. Je pense qu'on l'aurait fait, parce que les Britanniques, en réalité, n'ont jamais empêché l'Europe d'avancer. Ils ont dit, nous, à la limite, on veut bien qu'elle avance, mais dans ces cas-là, c'est sans nous. Mais bon, voilà, le Brexit a eu lieu, ça pose des difficultés, mais pour moi, ça renforce, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que de vivre en européen. Voilà. Excusez-moi, j'aurais essayé de répondre à certaines questions, j'en ai sans doute encore oublié beaucoup d'autres. Écoutez, je vous remercie pour ces réponses passionnées à nos différentes questions. Voilà, je vois qu'il y en a plein sur le chat, là. Bon, bref. Oui. Écoutez, on s'était dit 1 heure pour l'intervention. Donc, voilà, je pense qu'on va en rester là. Je laisse peut-être à Joël Lazare le soin de conclure cette présentation. Merci beaucoup de me donner la parole aussi, Jonathan. Merci infiniment à Sylvain Kahn pour cette belle séance de réflexion collective, cette séance de remue-ménage. La PSG tient beaucoup à cet engagement européen, à cette réflexion. Donc, merci au réseau Abibac de l'avoir permise, à Caroline Bass, votre présidente, et puis évidemment à toi, Jonathan. C'était notre premier rendez-vous commun. J'espère qu'il y en aura d'autres très vite pour prolonger ces réflexions. Puis on voit que dans le chat, il y a une volonté de réfléchir et de creuser la question ensemble qui montre aussi le besoin collectif qui émerge autour de ces questions. Merci beaucoup. Merci Joël. Écoutez, je pense que voilà, nous allons vous remercier. Merci Monsieur Kahn pour vos réponses, pour ces échanges. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Encore merci. Vous pourrez retrouver cet enregistrement sur la chaîne YouTube du réseau Abibac et par écrit aussi sur le prochain numéro de la revue Abibac. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci à Joël, merci à Jonathan et merci à Monsieur Sylvain Kahn pour ce moment palpitant qui ouvre des perspectives. Merci Anne. Merci beaucoup.